notre émission de la semaine, Madame, Messieurs. Nous mettons le cap sur les prochaines élections à République démocratique du Congo. Nous recevons en première partie de cette émission, Madame, Messieurs, Monsieur Hervé Ilunga Bisselele, qui va nous parler justement de ces prochaines élections en RDC qui auront lieu ce mois-ci. La question ici, en fait, le Canada a été choisi comme pays pilote pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, permettre aux ressortissants de ce pays de pouvoir exercer, imaginez-vous, le droit de vote et ainsi participer au développement politique de leur pays. Ça veut dire que les Congolais, certains Congolais qui ont le passeport congolais, pourront éventuellement voter donc ce mois-ci aux prochaines élections présidentielles congolaises. Donc pour cela, nous recevons M. Ilunga Bisselele qui est avec nous en studio. En deuxième partie de l'émission, Madame, Messieurs, nous avons un artiste qui nous vient du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, Diko Fils. Il vient avec son instrument, le ngoni, et on parle naturellement, évidemment, de sa musique et pourquoi pas du Burkina Faso. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, je vous dis encore une fois bonsoir ou bonjour, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Et je le souligne, si vous nous suivez sur YouTube, je vous dis bonjour, merci de nous suivre depuis Montréal. Nous recevons aujourd'hui un grand monsieur. On va parler société, pour ne pas dire politique, mais société surtout parce que société et politique, économie, ça va de pair. Changement, ça va de pair. Le Canada a été choisi comme pays pilote dernièrement, en fait pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, pour permettre aux ressortissants de ce pays de pouvoir exercer le droit de vote et ainsi participer au développement politique de leur pays. Vous imaginez? Donc, depuis tout ce temps-là, les Congolais qui vivent ici et ailleurs d'ailleurs dans le monde ne votaient pas. Et là, pour la première fois, on a choisi donc comme pays pilote, j'ai dit bien pilote, pour la première fois donc permettre aux ressortissants donc de ce pays, ici même au Canada, à Montréal, de pouvoir exercer le droit de vote. Nous recevons à l'émission aujourd'hui, pas n'importe qui, un grand monsieur. Un grand monsieur, je vous le dis, il connaît très très bien le Congo, connaît très très bien le Québec et le Canada. Bonjour, comment ça va? Bonjour Henri, ça va très bien et vous-même? Je n'ai pas osé prononcer votre nom, monsieur Hervé Ilunga Bisselele. Exactement, oui. Et qui êtes-vous? Moi, je suis actuellement le directeur de l'équipe de campagne pour les élections présidentielles, donc pour le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président sortant, et pour sa réélection pour un autre mandat de 5 ans. Je n'entrerai pas dans les détails. Vous êtes un grand monsieur, je vous ai présenté comme un grand monsieur. Vous avez fait Polytechnique, vous avez fait aussi télécommunications et vous êtes aussi dans le domaine de l'immobilier, bien sûr. Donc vous connaissez très très bien notre ville. Dites-moi un petit peu, avant d'aller plus loin, pour le public montréalais qui nous suit, qui ne connaît pas ou qui ne comprend pas toujours ce qui se passe dans nos pays, avant d'aller plus loin, monsieur, dites-moi, quelle est votre lecture, franchement, de la situation actuelle en RDC? Bon, la situation est très simple, hein. Nous sommes un pays qui avons connu des changements, des catastrophes, des guerres, ainsi que des moments très difficiles tels que instabilité économique, politique, une jeunesse abandonnée, une classe sociale vacillante entre les très pauvres et les très riches qui sont très minoritaires. Donc le Congo est un pays qui a vraiment soif de renaître, de retrouver sa place qu'elle avait dans le temps, une place qui est assez dominante. On parle d'un pays qui est parmi normalement les pays les plus riches du monde, vu les ressources on va dire minières qu'elle possède. On n'est pas censé oublier qu'actuellement le domaine des voitures électriques ainsi que les smartphones, qui est la nouvelle technologie, utilisent les minerais justement du Congo. Donc on participe au développement mondial, non seulement au niveau des technologies, mais au niveau de l'environnement aussi, parce qu'on parle actuellement de l'écologie. Mais le Congo fait partie du bassin mondial
capture de CO2. Donc, la forêt congolaise est une solution actuelle pour garantir, en fait, cet équilibre écologique que le monde tente à préserver. Donc, le Congo est vraiment à tous les niveaux, on va dire. Et c'est là où maintenant nous venons ici, à partir du Canada, essayer de participer à ce changement, plutôt à cette renaissance. Les élections ont lieu quand en République Exactement, le 20 décembre 2023, à Ottawa, à l'ambassade de la République démocratique du Donc, Congo. le 20 décembre, les Congolais pourront voter. Exactement, oui. Qui peut voter? Alors, qui peut voter? Ils sont déjà normalement enrôlés. C'est les ressortissants qui ont le passeport congolais, qui sont congolais déjà, et qui ont été enrôlés. Donc, l'enrôlement a déjà été fait. On dénombre plus ou moins 800 enrôlés à l'heure actuelle, à travers le pays au complet. À travers le Canada, donc. Le Canada au complet. Pourquoi seulement les Congolais? Est-ce que ce n'est pas une discrimination quelque part? Parce que je parle avec mes amis d'autres pays, ils sont contents, ils sont Canadiens, ils peuvent aller voter quand il y a des élections dans leur pays. Ici, à Montréal, ils ont des bureaux très bien faits, on voit la queue là. Pourquoi nous, les Congolais, on nous exclut? Bon, disons que constitutionnellement parlant, la constitution de la République démocratique du Congo exclut la double nationalité. On n'accepte pas la double nationalité. Exactement. Donc, beaucoup ici au Canada ont eu la nationalité canadienne. Oui, donc ils ne peuvent pas voter. Techniquement, la nationalité congolaise, elle est exclusive. Ça veut dire que lorsque vous prenez une nationalité étrangère, vous devez renoncer à la nationalité congolaise. Donc, c'est là où il y avait un peu cette ambiguïté entre nationalité et citoyenneté. Parce qu'ici, on parle plutôt, on a la citoyenneté congolaise, canadienne versus la nationalité, parce qu'on vient d'une nation congolaise. Mais c'est des points qui ont été justement mis à l'ordre du jour pour le prochain mandat, qui devrait normalement permettre la prochaine fois avoir à tous les Congolais qui vivent ici de pouvoir... parce que quelque part, entre vous et moi, c'est un petit peu injuste quand même. Très injuste. Il y a des changements qui vont se faire dans ce pays-là et ces Congolais qui sont devenus Canadiens, non pas parce qu'ils voulaient nécessairement, parce qu'ils vivent ici depuis de nombreuses années, ils doivent travailler, il y a plein d'éléments à faire, ils doivent voyager, donc c'est plus facile d'avoir ton passeport canadien, en fait, bonne et due forme, et tu voyages. Il y a même certains pays où tu n'as même pas besoin de carte de visa pour aller. Les États-Unis, par exemple. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, mais dites-moi, le Congo, pays très riche, vous l'avez souligné, le Congo, pays, moi je dirais un scandale géologique connu depuis toujours. Est-ce que c'est pas un petit peu triste, ou je dirais pour le Québécois qui nous regarde quelque part, nous sommes un pays extrêmement riche, au même niveau que les pays du Moyen-Orient ou les pays comme l'Arabie Saoudite. Comment expliquer sincèrement que nos pays, nous sommes pauvres, nous? Qu'on est obligé de fuir nos pays réellement. Et là, je vous ramène en 65. Je vous ramène en 65. Pas avant ça. 65, Mobutu prend le pouvoir. Fin des années 70, début de ce que je pourrais appeler la fuite, tranquillement. Au début, on parlait de la fuite des cerveaux. Et graduellement, on s'est mis à parler tranquillement de, comment dirais-je, de la fuite de l'humain congolais parce qu'il n'en peut plus. C'est la catastrophe. Moi, j'ai appelé ça l'apocalypse. On arrive, et je vais aller très vite. Mobutu, qui dure 30 ans, Kabila au carré, je les mets ensemble, père et fils, on en est là. On vit, les Congolais vivent l'apocalypse. On parle aujourd'hui d'une diaspora, alors qu'avant, on n'en parlait pas. Avant, les Congolais étaient fiers de voyager, ils étaient aussi fiers de rentrer chez eux. Et rappelez-vous de ça, on était contents, fiers, on rentrait chez nous, on était fiers. Là, on part pour de bon, on abandonne la famille pour d'autres vies. Maintenant, aujourd'hui, on est en 2023, les élections vont avoir lieu. Votre sentiment là-dessus, qu'est-ce que vous avez à dire, très franchement, aux Congolais qui sont là, qui vont vous suivre un peu partout? Qu'avez-vous à leur dire? Pourquoi c'est très important pour nous aujourd'hui qui est vraiment qu'on sente un changement, qu'on sente un réel changement? Et comment va-t-on voir ce changement? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour la question. Elle est très fondamentale, la question que vous venez de poser. Comme vous l'avez souligné, dans les années 65, lorsque le président, le feu maréchal Mobutu prend le pouvoir, on avait une dignité. Le Zaïrois, à l'époque, était fier d'être Zaïrois.
On avait retrouvé une dignité par rapport à l'indépendance qui venait d'arriver quelques années plus tôt. Et effectivement, quand on arrivait au pouvoir, quand ils sont arrivés au pouvoir, il y a eu plutôt un retour des cerveaux. Mobutu a été recruté tous les intellectuels de partout dans le monde. C'est notamment le père du président actuel, Étienne Félix-Antoine Tshisekedi. Tshisekedi, Étienne, le feu Papa Étienne. Alors, ils ont créé cette classe intellectuelle, mais incomparable. Mais maintenant, comme vous l'avez souligné, le Congo est un scandale géologique, est une mine d'or. Qui dit mine d'or dit, comment dire, tous les pays, toutes les industries, toutes les forces extérieures se sont maintenant braquées sur la République démocratique du Congo. Laisser ces mines aux mains d'une seule nation, c'est très dangereux apparemment. Alors, il y a eu toute une campagne qui a été mise en place depuis la chute du maréchal, même depuis mi-mandat, on va dire, du maréchal. C'est là où il y a les partis d'opposition qui ont commencé, tels que l'UDPS, et qui ont compris notamment le rôle que les structures étrangères voulaient jouer au Congo. Donc, si je comprends bien, déjà à ce moment-là, il y avait un complot, c'est ça? Il y avait un complot déjà à ce moment-là, vu qu'il y avait déjà une entrée des forces rwandaises, on peut le dire ouvertement, dans la structure politique au Congo. Alors, il y a eu le massacre génocide du Rwanda, très, très difficile à regarder, mais le problème était que maintenant, ça engendrait un flux de réfugiés maintenant dans la République démocratique du Congo, ce qui permet maintenant, d'un côté aussi, d'amener maintenant une population extérieure dans un pays souverain. Donc, le but est de morceler au fait ce pays, afin que plusieurs pays puissent bénéficier au fait des ressources minières. Et ça a été prouvé que c'est un but, donc le morcellement carrément de l'actuelle République démocratique du Congo et principalement à l'Est. Exactement. On le souligne. Exactement. Donc ça a commencé à l'Est. Donc le but était de créer la terreur, de chasser la population, mais d'une façon assez barbare pour empêcher que les gens rentrent, pour empêcher que les gens s'interrogent par rapport aux extractions de tous les mines, et c'était vraiment fait de manière très barbare, on peut le dire aujourd'hui. Et c'est là où maintenant, comme vous l'avez souligné, le Canada et l'étranger doit être témoin de ces genres de choses. Donc maintenant, faire les élections à partir du Canada nous permet d'avoir une voix au niveau international pour aussi démontrer au monde entier maintenant que le Congo ne veut plus se laisser faire. Il n'est plus question que le monde se partage sans que le Congolais lui-même aussi puisse en bénéficier. C'est ça au fait. On est ouvert à la négociation avec tous nos partenaires, mais il faut aussi que ça se fasse de manière, on va dire, catholique. Et le plus gros défi maintenant, c'est de retrouver cette dignité, parce que ça a été vraiment détruit. On a d'abord cassé la jeunesse, on a d'abord cassé pas mal de coutumes, pas mal de il y a des femmes qui ont été violées et tout ce que vous voulez. Le viol des femmes. Des hommes aussi d'ailleurs. Des hommes. Il y a eu vraiment tout un travail psychologique. On pourrait comparer ça un peu aux autochtones. Mais ça fait partie au fait d'une façon de détruire une population, une civilisation, afin que cette civilisation ne s'y retrouve plus. Vous avez mentionné tantôt que les gens viennent au Canada et veulent y rester. Pourquoi ? Pourquoi ne pas avoir un passeport congolais et pouvoir se balader comme un Canadien et être fier de l'exhiber? Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé en Europe, nous, on est arrivé en Europe dans les années 80, mais des années 80 vers les années 85, la Belgique nous proposait la nationalité. On l'a refusé. Belge, oui. En 85. On l'a refusé.
On l'a refusé parce qu'on avait une fierté. Vous étiez trop fiers. On était fiers parce qu'on valait quelque chose. Et même, je vous interromps, je vais vous faire une blague très vite. Vous allez continuer parce que vous me parlez de la Belgique, de Bruxelles. Je suis à Bruxelles en 77 par hasard. Je viens toujours à Montréal, naturellement. Je passe des vacances là-bas, à Bruxelles. Et l'on me dit, voilà, le président Mobutu était venu. Le gouvernement belge lui avait offert la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir des coopérants congolais pour les voitures taxis à Bruxelles. Alors, il aurait refusé. Il aurait refusé, il a consulté ses ministres, tout ça. C'était une insulte pratiquement pour le président congolais qui a dit, pas question, les Congolais ne vont pas venir ici pour conduire les voitures taxis tout de même. Non, 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 c'est pas possible. Alors, le roi du Maroc, à l'époque, le roi Hassan II, débarque quelque temps plus tard et le gouvernement belge lui offre cette possibilité si Sa Majesté le roi acceptait que les Marocains puissent conduire des voitures taxis. Le roi n'en voyait pas de problème, ce qui fait que bon, vous allez à Bruxelles, moi ça fait longtemps que je ne suis plus allé, vous allez en fait à Bruxelles, les voitures taxis, il y a plein de chauffeurs marocains qui conduisent et sans problème et ils sont très à l'aise. Ça c'est un exemple concret. Et donc cette fierté-là dont vous parlez, mais c'est mort aujourd'hui. Elle n'est pas morte, cette fierté-là, elle est juste enfouie quelque part en nous. Et on avait besoin de la retrouver, de la sortir. Et l'actuel président, durant ces 5 dernières années, a redonné au fait cet espoir. Oui, vous le croyez sincèrement? Oh, j'y crois plus que sincèrement, de par l'idéologie qu'elle incarne. Donc l'idéologie, et c'est carrément le programme qu'il a mis en place, qu'il a baptisé RDC, République démocratique du Congo, donc R comme renaissance, dans lequel le pays est dans un gouffre profond. Et maintenant, il sort de ce gouffre et essaye d'émerger et continue à émerger par multiples actions et multiples programmes. Pensez-vous que c'est possible pour un peuple qui a été marqué, je dirais encore plus loin, qui a été marqué depuis l'époque précoloniale? Si vous vous rappelez bien, Léopold II a fait des choses terribles. Exactement. Bon, déjà là, les peuples étaient déjà touchés. L'époque coloniale, lorsqu'on arrive à même l'état même du Congo, le Congo belge, c'est-à-dire la colonisation, là encore, on a été totalement marqué par les Flamands. Là, je me rappelle encore du nom flamand. D'ailleurs, on dit le temps flamand chez nous au Congo. Voilà. Arrive cette période-là de l'indépendance, où encore là, un petit peu de problème, il y a eu des morts. Il y a eu des morts et c'était sérieux. Mobutu arrive, Kabila arrive, 2 Kabila arrivent. On en est là. Et ce peuple-là, je ne dirais pas marqué, mais il a été totalement traumatisé entre vous et moi. Ah oui. Croyez-vous maintenant, voici ma question, croyez-vous sincèrement que c'est possible aujourd'hui, malgré tous les efforts accomplis par votre gouvernement en place, que c'est possible réellement de changer cette population, ce peuple, de l'emmener vers ce que moi j'appelle une discipline, vers le travail, vers l'amour de son prochain, et j'irai même plus loin, vers ce que moi j'appelle ne plus parler d'ethnicisme, de tribalisme comme tel. Je m'arrête là. Vos commentaires. Très bonne idée, très bonne question, suggestion. L'un des programmes du président actuel a été justement au niveau de l'éducation, parce que tout passe par l'éducation. Il a ouvert la gratuité à l'enseignement primaire et a ramené 6 millions de jeunes dans le banc de l'école. Donc, on croit que quelque part, en redonnant une scolarité à cette jeunesse, à cette population, on va créer justement cette continuité à un moment donné. Pour vous, la scolarité, c'est très important? Très important. C'est la base même de l'UDPS, le parti présidentiel normalement. Alors, on parle de l'éducation, on parle de l'état de droit. Ces 2 choses vont de pair. À partir du moment où vous rétablissez l'éducation, ça commence d'abord par la maternité. Il a donné la gratuité de la maternité. Donc, c'est-à-dire qu'une femme enceinte peut aller accoucher gratuitement à l'heure actuelle. C'est une première en Afrique. Il a donné maintenant la gratuité de l'enseignement primaire. Donc, on ramène des jeunes. Des jeunes qui étaient dans la rue, pour la plupart. Qui étaient dans la rue, qui erraient, qui perdaient, qui étaient obligés de travailler, se prostituer, les jeunes filles et toutes ces choses-là. Donc, on donne priorité à l'enfance, à la femme aussi, parce que la femme qui reste la mère patrie d'un système éducatif.
Parce que oui, c'est bien d'avoir l'éducation, mais il ne faut pas oublier aussi nos valeurs, il ne faut pas oublier aussi nos coutumes, il ne faut pas oublier aussi nos habitudes. Donc c'est cette mixture-là qui fait en sorte que, en avançant sur ce chemin-là, avec un état de droit dans lequel la justice va garantir les mêmes droits à tout le monde, et l'impunité ne pourra plus être chose courante, ces choses-là devraient faire en sorte que peut-être, on y croit déjà cette génération, mais la génération suivante commencera petit à petit à sortir du gouffre. Vous parlez de l'état de droit. Oui. C'est gros, hein? C'est énorme. C'est quand même sérieux, là, comme concept. Pensez-vous que c'est possible? Absolument. De la réalisation même de cette... Parce que si on regarde la plupart des pays africains, je ne veux pas critiquer, mais depuis la fin de l'époque coloniale, je parle ici des étrangers qui voyagent, qui viennent chez nous, dans nos pays. Certains s'interrogent. Il n'y a pas que le Congo. D'autres pays d'Afrique que je n'oserais mentionner ici. Ils viennent dans ces pays, ils disent, mais c'est bizarre. Est-ce que l'état de droit existe réellement à partir de l'aéroport, à partir de certains faits qu'on peut retrouver? Alors, je vous pose cette question. Est-ce qu'en théorie, oui, c'est possible d'en parler, mais est-ce que dans la réalité, est-ce qu'on peut changer ce peuple-là réellement, tout ce système-là, et arriver, par exemple, à arriver un petit peu comme ici? Ça, c'est une très bonne question, et c'est un peu le côté panafricain maintenant qui revient là-dedans. On a un état de droit qui va être basé sur la justice, mais les lois doivent maintenant être adaptées à la réalité du Congo. On a des réalités, on est des Bantous, on a nos propres lois, coutumes et autres, telles que le Commonwealth, ici qui est bâti sur les habitudes ancestrales anglaises. Et on ne doit pas seulement copier, mais on doit maintenant créer les nôtres. Et cet état de droit-là va être basé sur ce nouveau modèle qu'on peut dire de la nouvelle civilisation qu'on veut instaurer. Et oui, c'est possible, mais ça ne va pas être pareil à ici. Mais c'est possible. Ils ont des valeurs au Canada qu'on respecte, ils ont des valeurs aux États-Unis qu'on respecte. Parfois, les deux ne s'entendent pas, mais ça n'empêche pas que les deux ont un état de droit selon leurs droits à eux. Créons notre propre état de droit selon nos droits et coutumes et autres lois. Monsieur Bissélélié, c'est la période des fêtes, c'est bientôt Noël. Et c'est bientôt aussi les élections en RDC. Exactement. On va se laisser, le temps s'est écoulé. J'ai une dernière question. Oui. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour l'année 2024? Alors, on va se souhaiter santé. On va se souhaiter la victoire de notre candidat. Félix Antoine. Il y a des gens qui vous regardent et vont dire, il est venu ici pour faire la promotion de son parti. Mais écoutez, c'est ça qui va permettre à l'année 2024 plutôt de connaître l'évolution voulue. Donc, on essaie d'avoir la bonne santé économique, la bonne santé physique, la bonne santé politique, la bonne santé... On continue la liste. Donc, on y croit dur et fer que ça va passer par l'élection présidentielle qui aura lieu le 20 décembre ici. En paix, avec la paix. En paix, il n'y a pas de mort, pas de blessés, ni rien. Alors, juste pour terminer, il faut savoir qu'on garantit quand même les transports et tout l'accompagnement à nos électeurs. Donc, c'est quelque chose qu'on y tient. On est au Canada, vous voyez, il fait froid, il y a la neige aujourd'hui. Donc, c'est pas évident pour les gens de circuler et de se déplacer. Donc, ils peuvent vous contacter pour ça? Ils peuvent me contacter. Donc, 514-466-0547. Alors, on met en place toute une structure pour les accompagner, pour... du café, quelques nourritures. Les gens vont venir de l'Ontario. Donc tous les partis, en fait, c'est ça, tous les partis peuvent venir. Il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que nous. D'accord. Donc pour tous les Congolais qui sont éligibles, qui peuvent voter, c'est bien ça? Ils peuvent venir et on va les encadrer du mieux qu'on peut. Et bon, ils comprendront à long terme que tout ça est grâce à les initiatives de notre président sortant qui, nous l'espérons, deviendra le président entrant. Merci beaucoup, monsieur Bissélélié. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci à vous aussi, pareillement. Eh bien voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.